Non, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis justement sur cette question-là. Moi, je vais m'axer plutôt sur la question de la masculinité, notamment dans la communauté gay, et notamment le phénomène. Je ne sais pas si vous êtes intéressé. Il y a en 2017, suite au présidentiel, il y a eu une enquête en fait je crois, de l'IFOP qui s'était intéressée au vote des différentes catégories LGBT pendant la présidentielle de 2017, et il avait vu que majoritairement, les femmes queer, donc les femmes lesbiennes, bi et trans, votaient principalement à gauche, et qu'en fait les hommes gays votaient beaucoup à droite, et notamment les hommes bisexuels votaient énormément à l'extrême droite. Il y a une surreprésentation. Et c'est assez intéressant parce que ça renvoie à une espèce de notion qui a trait en fait à l'histoire l'histoire des luttes en fait LGBT, non, il n'y avait pas encore de thé à l'époque, mais l'histoire des luttes gays et lesbiennes en tout cas en France. Et notamment le tournant des années, la sortie en fait des années SIDA, le tournant des années 90-2000, qui est souvent présenté notamment par c'est Sam Boursier qui en parle, mais il y a un chercheur anglophone, états-unien qui en parle, mais j'ai plus son nom, de la négociation du placard républicain. L'idée que, en gros, si vous voulez très schématiquement, les années du Front homosexuel d'action révolutionnaire, c'était les années du droit à la différence, du droit à l'affirmation que, oui, on est des hommes et on baise avec d'autres hommes, et puis même à l'affirmation que, on baise avec des arabes, et que c'est même la fraternisation, on va dire, de l'homosexuel et de l'ouvrier arabe. Donc, après, ce droit à la différence est venu progressivement s'installer un droit à l'indifférence suite aux années SIDA, aux nombreuses pertes, et en fait au fait que tout le mouvement en fait avait subi une énorme, une campagne de bashing énorme avec le fameux cancer gay, etc. Et en fait, ce qui est souvent décrit, c'est qu'avec l'émergence notamment du quartier du Marais à Paris et de toute une politique de tourisme gay autour du Marais, autour des prides, etc., c'est souvent présenté comme la négociation d'un placard républicain où, comme les années SIDA avaient amené en fait beaucoup de revendications, notamment sur le Pax, sur l'affiliation, la transmission des biens, etc. Il y avait une idée que finalement les homosexuels allaient rentrer finalement dans la norme hétérosexuelle. Alors même si le mariage symboliquement c'était un petit peu trop, et on a tous le souvenir de 2012, mais en tout cas cette idée-là que l'homosexuel acceptable était l'homosexuel qui se cachait. Et en fait, là-dedans, au sein de la communauté gay, on a vu énormément se développer tout un rapport à la virilité, tout un rapport au virilisme, avec notamment les communautés masque for masque, etc. Enfin, toute cette vision, en fait, d'une masculinité qui serait finalement bien intégrée et correctement intégrée à la société hétéro. Et c'est quelque chose qui, du coup, est présent du coup dans la communauté gay, donc dans un rapport d'intégration finalement à la République et à son universalisme aveugle entre guillemets. Et en fait, par rapport aux communautés lesbiennes, en fait, c'est quelque chose qui est davantage subi que volontaire. Parce que si on veut reprendre ce que disait Monique Wittig à l'époque, que les lesbiennes ne sont pas des femmes, cette fameuse invisibilisation des lesbiennes qui sont le terreau en fait finalement de l'expérience minoritaire lesbienne fait aussi partie cette ignorance, cette invisibilisation fait à la fois l'oppression des femmes lesbiennes parce qu'elles sont totalement laissées pour compte et on ne les considère même pas légitimes à s'exprimer politiquement. On a même vu dans les débats sur le mariage pour tous, les grandes associations LGBT très très vite laissaient tomber la bataille de la PMA une fois que les discussions avec le gouvernement étaient arrêtées. Et en fait, justement, cette invisibilisation-là fait que les revendications spécifiques des lesbiennes sont considérées comme une irruption qu'on n'attend pas et qui est un petit peu indésirable parce qu'on s'attendait à ne jamais les voir et à ne jamais qu'elles apparaissent en fait dans l'espace public. Donc c'est intéressant parce que tu as ce double truc à la fois dans la communauté gay, cette négociation d'un placard républicain et d'une intégration de la masculinité hégémonique, et chez les lesbiennes, plutôt ce constat en fait d'une invisibilité qui fait le terreau de l'oppression à ce niveau-là. Voilà. Et je ne parle pas des masculinités trans, bien sûr. Moi, si je vais rajouter quelque chose sur les questions LGBT, c'est comment aussi on voit à quel point la race, là aussi, a brouillé les frontières, et notamment comment les luttes LGBT, c'est un peu devenu une frontière du point de vue international entre les pays civilisés et les pays pas civilisés. C'est-à-dire que les pays civilisés, ce sont ceux qui défendent les droits des homosexuels, des communautés LGBT. Comment aussi, de par un intérêt racial, de par la défense de la suprématie blanche, on voit même des mouvements d'extrême droite, qui étaient pourtant les plus homophobes, maintenant faire une défense des communautés LGBT qui seraient menacées par l'homophobie, mais
les homophobes, on comprend que ce sont les Noirs et les Arabes. Donc, moi, il y a ça qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi intéressant à lire. Il y a le livre de Maxime Servul qui montre, alors je ne sais plus le titre, mais allez voir déjà allez lire tout Maxime Servul, c'est très très bien, mais et qui montre voilà cette récupération des luttes LGBT et cette frontière entre civilisé et incivilisé. Et je pense que c'est ce qu'arrivent pas à comprendre beaucoup de gens quand on parle de l'invention de la catégorie homosexuelle et hétérosexuelle, c'est à quel point c'est moderne et à quel point on l'a imposé à des sociétés, cette binarité entre homo et hétéro, à quel point on l'a imposé à des sociétés dans lesquelles il y avait un rapport beaucoup plus fluide. Et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est dans le monde arabo-musulman. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée de dire qu'avant, les arabo-musulmans étaient gay-friendly, parce que pour moi, ce serait anachronique. Je veux dire, voilà, je veux dire, la catégorie gay n'existait pas. Mais il y avait une plus grande fluidité dans les rapports de sexe, de genre, dans la sexualité, il y avait une plus grande fluidité. Et c'est vraiment l'Occident qui a imposé déjà cette binarité. Et on ne peut pas comprendre, en fait, la réaction dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, mais même en Afrique, on a beaucoup ça, des lois contre les homosexuels, et on ne peut pas comprendre ça sans noter la domination occidentale, parce que dans les discours même, c'est vu comme une réaction à l'Occident. Et donc, moi, c'est pas pour dire que leur réaction est saine, au contraire, c'est catastrophique. Je veux dire, c'est dramatique pour les personnes homosexuelles dedans, mais il faut vraiment avoir une vision large de cette problématique et de voir que c'est aussi lié, en fait, à toute la domination occidentale qui ne se limite pas seulement aux importations de certaines catégories de genre ou sexuelles, mais vraiment à toute une domination économique. Mais voilà, c'est une des formes pour eux de résistance. Et si on veut vraiment comprendre la complexité de cette question, il faut prendre ça en compte. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai juste envie de rajouter ça sur l'aspect international. Ça a été un des leviers des premiers, alors c'était avant Stonewall, mais des premiers mouvements gays et lesbiens, enfin surtout gays aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y avait une interdiction, enfin une espèce d'interdiction entre guillemets pour les fonctionnaires d'être homosexuels. Enfin en tout cas, si on était outé à son travail, on pouvait se faire lourder. Et en fait, les premières manifestations d'homosexuels, donc notamment organisées par la Mattachine Society, une des premières pressions qu'ils ont eues auprès du gouvernement états-unien, ça a été à la découverte qu'à Cuba, il y avait une répression forte chez les homosexuels, et le fait qu'il y a eu une répression, donc on envoyait les homosexuels au champ pour les rééduquer, entre guillemets. Et quand ça a été découvert aux États-Unis, ça a été un moyen de pression de cette association états-unienne pour dire on est quand même plus civilisé que les Cubains. Donc voilà, c'est pour ajouter là-dessus. Mais et d'ailleurs, je pense que c'est aussi, je trouve que les orgas LGBT parfois ne se rendent pas compte comment elles participent à ça. Et Maxime Servul montre l'exemple de personnes qui ont des relations homo-érotiques, notamment en Asie. Et il y a des associations occidentales qui venaient pour les aider et qui leur imposaient notamment de sortir du placard, en fait, d'assumer ouvertement, publiquement. Et ces populations-là disaient, mais je veux dire, c'est pas un objectif pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation dans ces sociétés où ils avaient une vie de famille, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être mariés, ils pouvaient avoir des enfants, et à côté, ils avaient des relations homo-érotiques, et en fait, tout le monde le savait à peu près. Il y avait une forme de tabou qui allait à tout le monde. Et en fait, ils disaient qu'au contraire, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de nous mettre en danger, parce que vous êtes en train d'imposer une question, peut-être trop vite, peut-être, ça, c'est des problématiques internes, et qui va amener, en fait, une réaction en face et qui va pas les aider, quoi. Donc, c'est vraiment un truc compliqué et qu'il faut vraiment voir la complexité et pas juste de dire qu'il faut les sauver comme ça. Et il faut aussi faire, je pense, confiance aux acteurs locaux. Bah, ça va avec en fait, tout le projet colonial qui se dit comme une mission salvatrice qui va venir aider des populations dans le besoin, alors qu'en fait c'est une opération d'imposition de catégories occidentales. Et on retombe dans les concepts d'homo-nationalisme, de fémo-nationalisme. Surtout pour pouvoir mater l'homme noir, il faut bien qu'on prouve qu'il est hétérosexuel et menaçant pour nos femmes. Donc il y a aussi de ça. Ouais. Mais et je pense que l'exemple de montrer comment c'est vraiment toute une construction, c'est de voir que, je veux dire, il y a 200 ans, 300 ans, l'Orient, c'était vraiment le pays des dépravés, de la liberté sexuelle, des homos, vraiment. Renseignez-vous sur les bains-douches de Sophia, c'est intéressant. Ouais, voilà. Et maintenant, regardez, c'est vraiment ils sont vraiment. Et à chaque fois, c'est dans l'islam, tu vois. C'est dans leur essence. Ça change, mais c'est toujours dans leur essence, vous voyez. Il y a toujours cette construction-là.
En fait, alors effectivement, il y a une généalogie. C'est ce que j'ai mentionné très vite en passant. Moi, je suis peut-être en parlant plutôt de rap américain parce que c'est ce que je connais davantage. Il y a effectivement une généalogie du chanteur qui exprime sa tristesse, sa peine, et c'est une image qui vient du blues. Le bluesman qui est en gros l'homme noir solitaire qui marche au bord de la route avec sa guitare et qui chante au diable pour lui parler de sa tristesse et de ses maux. Et donc le rap américain hérite de ça à travers des figures de rappeurs comme Lil Boosie. Tupac aussi était beaucoup, même Tupac pour reprendre, a fait des chansons très touchante sur sa compagne, sur sa mère, beaucoup. Mais en fait, ces figures-là, dans le rap, avant ce moment vraiment qui est un changement pour moi de paradigme esthétique dans le rap, elles apparaissent comme toujours des figures solitaires et des hommes d'exception. C'est-à-dire un homme qui est capable, tu vois, par exemple, tu prends l'exemple de Kerry James, qui est ce poète mélancolique, solitaire, qui est capable d'exprimer la tristesse et de la dire pour les autres, avec l'apparition d'autotune et les changements esthétiques que ça apporte, qui datent en gros de l'album de Kanye West, pour resituer historiquement 808s and Heartbreaks, qui est vraiment un album absolument déchirant, où il parle de ce genre de tristesse. En fait, à partir de ce moment-là, de ce changement de paradigme historique, ça devient la norme. Et donc, le fait d'exprimer, d'une certaine manière, ça devient la norme. Le fait d'exprimer la tristesse, c'est plus une exception, mais c'est vraiment un peu, j'ai dit, il me semble que j'utilisais l'expression de la couleur du rap actuellement, c'est celle-là. Alors que les exemples que tu cites qui prédatent ce moment-là, en fait, n'ont jamais fait paradigme, si tu veux. Pour moi, c'est des chansons et des artistes qui parlent d'eux-mêmes, pour tristes qu'elles soient, alors que PNL, par exemple, on a beaucoup dit d'eux qu'ils ont mis le doigt sur la souffrance de l'époque. Et que s'ils ont eu un tel succès, c'est que tout le monde s'est reconnu en eux. Donc voilà, la différence, elle est de cet ordre-là. Pas tant les artistes et les chansons en elles-mêmes, que le contexte culturel dans lequel elles sont chantées. Est-ce que ça répond à ta question ? On a tous des défauts, hein, c'est pas grave. Ouais. Si je peux répondre, c'est assez intéressant j'ai l'impression que tu mets un peu une opposition entre l'élite éclairée qui serait universitaire et le commun des mortels. Mais après, c'est aussi souvent l'impression que ça donne en fait quand on parle de tout ça. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à... Certes, on est à l'ENS, pardon. Mais c'est aussi pour ça ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai commencé à travailler sur justement l'histoire du mouvement des hommes, c'est justement toutes les organisations un petit peu... parce qu'en gros, dans tout ce que j'ai détaillé, si tu veux, il y avait quand même certains groupes qui, localement, organisaient des groupes de parole, faisaient du travail social, faisaient pas mal de choses qui, du coup, qui, en fait, ne posent pas la question de que doivent faire les hommes dans le mouvement féministe. Donc, cette fameuse question de il faut se mettre derrière pendant les manifs et pas trop gueuler trop fort les slogans. Ça, c'est accessoire. Mais la question concrète de... qu'est-ce qu'on fait à côté qui va complémenter le truc ? Et justement, sur cette question des groupes de parole, qui peuvent être en non-mixité ou en mixité choisie, ou quoi que ce soit, souvent ce qui marchait bien apparemment, c'était modéré par un homosexuel et avec des hétéros autour. Généralement, ça recadrait bien le débat, mais sans que les hommes ne se sentent trop pudiques de parler devant une femme. Parce que c'est aussi l'angoisse.
Mais en tout cas, dans ces groupes de parole, il y avait beaucoup de débats, même avec le mouvement féministe à l'époque, sur est-ce que les hommes qui se mettent à parler entre eux, ils vont pas finir par tous se retourner contre les femmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai retrouvé une vieille interview de Simone de Beauvoir. On lui posait cette question, comment dire, la militante lui posait une question avec un fort sous-entendu que ça allait forcément dégénérer, et Beauvoir qui répondait non, au contraire, si les hommes peuvent s'en saisir, c'est génial, au moins ça va nous alléger de ce poids-là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en fait, il faut toujours garder en tête que, et là je parle dans les stratégies militantes, il n'y a pas besoin d'avoir lu 36 000 bouquins pour faire une stratégie militante efficace et pour organiser un groupe de parole dans lequel on se dit on a quand même des lignes claires et des lignes rouges sur ce qu'on veut, sur on est contre le patriarcat, sur ça c'est pas acceptable, etc. Et c'est ce qui nous permet de structurer toute notre action. Et donc il y a ce truc-là, il y a cette idée-là des groupes de parole, il y a cette idée-là du travail, donc tout ce qui est le travail social carcéral. Par exemple, c'est pour ça que j'en parlais de ce truc qui avait été expérimenté à Lyon, de l'accueil des hommes violents. Mais tout simplement parce que souvent les féministes elles disent oui les mecs gérez-vous entre vous. Bah oui, il faut se gérer entre nous. Donc aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Les féministes, elles ont réussi à développer des modalités d'accueil pour les femmes victimes de violences. Comment est-ce que nous, on arrive à créer des modalités d'accueil et de déradicalisation, entre guillemets, pour les hommes violents ? Donc il y a tous ces trucs-là qui... T'as pas besoin d'avoir fait un master ou une thèse en études de genre pour ça. Et je pense que tant que tu as une vision claire et une feuille de route claire vis-à-vis du patriarcat, c'est quelque chose au contraire qui prend pas de place particulière par rapport au mouvement féministe, mais qui aide énormément à complémenter la lutte. Alors au sens sartrien du terme... Pourquoi tout le monde me regarde ? Mais... Non mais alors non parce que là je vais reparler de Beauvoir et de Sartre. Il y a un concept que Sartre avait qui était celui de la mauvaise foi. Parce qu'en gros, selon Sartre, on est tous libres et dire qu'on est contraint et qu'on n'avait pas le choix, qu'on n'avait pas le choix que de collaborer au hasard, c'est de la mauvaise foi parce qu'on est tous libres et même si le choix face à la liberté est lourd à payer, c'est quand même un choix qu'on fait, même si on fait le mauvais choix. Et Beauvoir l'a étendu en fait à cette mauvaise foi-là vis-à-vis... alors, elle, ça a été un peu pour tacler des féministes de son époque qui se plaignaient, enfin bref, c'était des bisbilles internes, c'est des histoires d'autrices qui revendiquaient une place dans la galerie, non pas dans la galerie des autrices, mais dans la galerie des auteurs en règle générale, sauf qu'elle avait eu sa place dans la galerie des auteurs parce que son mari y était aussi, enfin bref, toute une question comme ça. Mais justement, Beauvoir, en fait, elle étend ce concept de mauvaise foi à la question du genre, et à ce truc-là à un moment, et d'ailleurs je vais y mettre un peu de Butler là-dedans, même si le genre c'est affaire d'assignation, même si le genre c'est affaire d'injonction, c'est aussi affaire de reproduction et c'est aussi affaire de performance du genre par rapport à ça. Donc est-ce que être un homme c'est un choix ? Être un homme c'est une statistique en fait. C'est la raison pour laquelle moi je suis un homme, c'est que je sais pas pourquoi dans mon cerveau il y a un truc qui a fait que j'aime bien qu'on me dise il et que je préfère qu'on me genre au masculin et que les effets de la testo sur mon corps j'aime bien, tu vois. Mais le fait que je sois un homme, c'est que je rentre dans cette statistique où la société me lit comme un homme. Où en fait, même le fait que je sois féminin, même le fait que je sois attiré par les hommes, ne me déclasse pas ne me sort pas de cette case masculine aux yeux de la société. Donc être un homme, c'est pas un choix, c'est une statistique, c'est une assignation générale. Mais comment on est un homme et comment on occupe notre espace du genre, c'est un choix, qu'il soit conscient ou non, qu'il soit plein de mauvaise foi ou non. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce concept de mauvaise foi, c'est pas tant de dire oui, t'es un homme toxique, tu l'as un peu choisi, mais c'est davantage de, mettre en évidence aussi les façons dont la mauvaise foi implique aussi que parfois on fait des mauvais choix et qu'il faut savoir vivre avec. Et qu'il faut savoir s'en dépatouiller.
Donc voilà, c'est ma réponse de Normand. Non, mais elle est compliquée parce que est-ce qu'on a vraiment le choix? En fait, est-ce qu'on a la liberté totalement de choisir ce qu'on voudrait être? Parce qu'il y a le truc de l'assignation, en fait. Je veux dire, tu as des gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour ne pas être un homme, pour ne pas être perçu comme homme. Ils vont être envoyés à homme, tu vois. Donc, est-ce qu'on a vraiment une totale liberté de ne pas être ce qu'on nous assigne? En fait, là, ça réduit à la question de la liberté individuelle. Mais pour moi, voilà, je suis un peu peut-être trop structuraliste, mais elle n'est pas énorme notre liberté. Et je pense que bien, ça fait la bonne dialectique. Pour faire une parallèle, c'est la question raciale. Après, il y a peut-être plus de liberté, de fluidité dans la question du genre ou avec les questions de trans et tout. Mais par exemple, on parle par exemple de transracialisme. Est-ce que les Noirs ont le choix d'être noirs? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les gens vont voir un corps noir. Il va être, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils performent, il va être réduit à un corps noir. Donc, après, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on a une totale liberté de. C'est pas seulement en fait. C'est ça que je voudrais. C'est pas seulement en fait la performance du genre. C'est aussi l'étiquette qui s'aligne, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Ouais, est-ce que je paraphrase correctement? Vous êtes tous les deux très intelligents, j'apprends beaucoup de choses. Est-ce que je paraphrase correctement ce qui a été dit si je dis que on n'a pas le choix d'être un homme puisque c'est le produit d'une assignation sociale, mais en revanche, on a toujours le choix de ce qu'on fait en tant qu'homme et de comment on est un homme. Oui, c'est ça. On a une responsabilité. On n'a pas le choix de vivre dans une société, mais on peut savoir ce qu'on en fait, quoi. Effectivement, on vit vraiment dans une société. Et dans une saucisse. Hein. Et c'est peut-être tout le sens du thème de cette conférence qui était les masculinités au pluriel. Et le choix, il est peut-être dans ce S final là. Quel type de masculinité je choisis d'incarner? Ouais. Après, encore une fois, ça interagit aussi énormément avec la classe. Enfin, tu peux pas non plus choisir d'être n'importe quel homme dans n'importe quel contexte. Donc c'est pas. Je dirais même oui, la question se résume même pas que aux gens en fait. Mais après, moi, je pense que même si tu n'as pas le choix d'être, la question du choix d'être un homme ou pas. Au-delà de ça, il y a quand même, malgré tout, le rapport que tu as avec la masculinité, il y a quand même une question de responsabilité. Du fait que quoi que tu fasses, même comme je l'ai dit, les bénéfices du patriarcat, de la domination masculine, elles sont à des degrés divers selon ta position sociale, raciale, etc. Mais que malgré tout, t'en retires quelque chose, et du fait que tu retires quelque chose de cette position, tu as quand même une responsabilité à avoir derrière ça. Et donc c'est pour ça, par exemple, que le discours que j'ai tenu là face à vous, parce que ça va être un public à majorité blanc. On est à l'ENS, je pense que vous êtes à majorité étudiants, vous avez tous eu le bac, j'imagine. Qui n'a pas eu le bac? Ah, bravo, on me félicite. C'est bien, t'es anticonformiste. Mais voilà, le discours que j'aurais eu là, je l'aurais pas eu. J'aurais eu un discours différent si j'étais face à un public majoritairement de Noirs et d'Arabes, de classe populaire, sur le rapport à la masculinité. J'aurais plus insisté aussi sur notre rôle à nous, Noirs et Arabes, notamment par rapport à nos sœurs, par rapport à nos mères. Et donc, je pense qu'il y a aussi, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment une liberté totale, indéfinie de se définir, mais on a quand même le choix, des choix politiques. On a une liberté de choix politique à avoir. Donc en fait, un grand privilège implique de grandes responsabilités. Ouais. Il cite Chapa qui a cité Spider-Man. Alors c'est une grosse question, parce que précisément en fait, ce que dit Wittig, c'est que c'est pas tant l'hétérosexualité qui fait la matrice que en fait la dépendance des femmes. Alors après, encore une fois, Monique Wittig, il faut la remettre dans le contexte des années 70 où le rapport du passage de la femme, de l'autorité du père à celle du mari, etc. était pas vraiment comparable, toutes choses égales par ailleurs, à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu des critiques un peu plus récentes qui ont visé un peu à réévaluer est-ce que cette affirmation est toujours... voilà, bon. Après, c'est comme toute punchline, c'est marrant de gloser dessus. Mais en tout cas, quand Wittig dit ça,
D'ailleurs, elle ne vise pas uniquement les lesbiennes, mais aussi les femmes célibataires. Et en fait, c'est le fait de ne pas avoir une relation de dépendance à l'homme. Mais en fait, dans ce qu'elle analyse de cette asymétrie-là du patriarcat, c'est que précisément ce qui définit l'homme, c'est qu'il n'a pas besoin d'un rapport à la femme pour exister en tant qu'homme dans la société. Donc en fait, selon Wittig, du coup, les gays sont des hommes au même titre. Après, on peut s'interroger sur la place des gays en tant qu'hommes, en fonction justement de leur déchéance de masculinité, entre guillemets, notamment la masculinité des folles, qui était énormément, comment dire, une façon même au sein du mouvement gay d'exclure et de tracer la ligne entre qui étaient les gays acceptables et qui étaient ceux qui nous foutaient la honte, quoi. Donc je pense là-dessus, mais alors du coup ce serait pas une analyse matérialiste comme Wittig, donc je n'irai pas jusque là, mais en tout cas si on reste au cadre wittiguien, oui, les gays sont des hommes, quoi qu'il arrive. C'est pas mon sujet, moi. Bah, pour ma part, je pense que après c'est des choix politiques. Hein, on va prendre l'exemple d'un sujet qui va provoquer débat. C'est Houria Boutelja. Houria Boutelja qui prend une énorme défense des masculinités non blanches, des hommes noirs et arabes, et elle a fait un choix politique en, comment dire, en accent sur le racisme et en disant que elle, pour elle, le souci principal qui le concernait, même en tant que femme, et c'est ça qui est important à préciser, c'est qu'elle fait un positionnement en tant que femme indigène, en tant que femme non blanche, qui fréquente des hommes non blancs, qui, elle n'arrête pas de le dire, sont violents envers les femmes non blanches, et elle fait le choix de dire, écoutez, moi je pense que la libération des femmes non blanches passe notamment, mais pas seulement, par le combat qu'on peut avoir avec nos frères non blancs qui sont victimes d'un racisme victimes d'un racisme qui, en plus, en dernière ligne, va nous impacter, nous, à travers leur violence. Et après, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution à tous les problèmes, et je pense que c'est plutôt la collaboration de tout ça, en fait. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui aient des priorités de lutte à elle. Et nous, c'est un peu la critique qu'on fait, vous savez, sur l'intersectionnalité, l'idée qu'on lutte contre tout en même temps. C'est-à-dire que vous êtes contre le sexisme, contre le racisme, contre le capitalisme, pour l'écologie, contre le validisme, et vous faites tout pareil, genre vous consacrez le même temps. Et nous, on dit, mais c'est pas possible en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est plus important qu'un autre, mais qu'à titre individuel, on est obligé en fait d'avoir une priorité. Je veux dire, c'est pas quelque chose de mal. Moi, je veux dire que ma priorité, ça va être le racisme. C'est pas pour autant que je veux dire que le féminisme, la lutte contre l'homophobie, c'est quelque chose de pas important, mais que, voilà, si on veut être efficace, c'est d'accepter qu'il y ait des gens qui ont leurs priorités et qu'il faut réfléchir pour pouvoir un peu tout renverser à la fois. Comment on fait des ponts, comment on fait des liens. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce que dit Sadric Chiari. Donc Sadric Chiari, c'est l'un des penseurs du PIR, et il disait que quelle attitude doit avoir l'antiracisme par rapport à la gauche? C'est d'être avec, à côté et contre. C'est-à-dire qu'elle peut être parfois avec la gauche dans des luttes, je veux dire, on est ensemble, on a le même intérêt. On peut être à côté, c'est-à-dire que parfois, vous avez un combat, mais nous, on n'a pas d'avis là-dessus, on ne fait rien. Et il y a un sujet que on va être en opposition, il faudra qu'on arrive à le régler. Et je pense que ça, c'est un truc à faire avec tous les mouvements, en fait. C'est comme ça que... Et le mouvement féministe, c'est ce qu'il a fait, de toute façon. Je veux dire, ils ont eu les mouvements féministes a eu son autonomie et sa crédibilité parce qu'ils ont imposé la voix féministe. Et je pense que c'est un truc à élargir un peu partout. Et ça va vraiment être d'essayer, tant qu'on peut, de faire le lien entre tous les mouvements qui va faire émerger quelque chose. Après, c'est vrai que sur la question de l'émancipation, on va dire ici et maintenant, c'est toujours quelque chose qui a toujours un peu gêné, parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de parler des structures et d'à quel point ils sont inertes et qu'elles ne changeront pas d'ici demain, que du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours eu un peu cette friction un petit peu entre structuralisme et individualisme un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une question assez intéressante parce que, par exemple, qu'est-ce qui fait que la gauche n'arrive pas à parler aux banlieues outre son racisme? C'est par exemple son discours sur l'entrepreneuriat, qui en fait dit non, vous devez pas entreprendre, c'est le capitalisme, c'est caca. Mais eux ils sont ouais, mais nous en attendant, si on se démerde pas nous-mêmes, c'est pas les entreprises blanches qui vont nous embaucher en fait. Donc en fait t'as tout ce rapport là où il faut savoir, et d'ailleurs ça on en revient en fait à
même à l'époque de Marx, hein, la méfiance contre le lumpenprolétariat, le sous-prolétariat, qui, comme il est dans des objectifs de survie, du survie au jour le jour, il va être le premier à s'allier à la bourgeoisie, parce que c'est la bourgeoisie qui va lui offrir le plus de perspectives de court terme. Et en fait, je pense qu'il faut un peu se réconcilier avec ce truc que, en fait, ici et maintenant, on a tous des stratégies de survie par rapport aux structures dans lesquelles on est. Et en fait, il faut toujours garder en tête que nos stratégies de survie ne doivent pas nous rendre aveugles au système de domination qui reste présent, mais aussi que notre conscience du système de domination ne doit pas nous rendre trop castrateurs envers ces stratégies de survie. Il faut un peu c'est pas le mot empathie que je cherche, mais oui, je veux dire empathie, mais j'ai un autre mot en tête. Pour répondre, en fait, à mon avis, la question que tu poses, elle se pose pas tant en termes esthétiques ou politiques que vraiment en termes économiques, en fait, puisque c'est pas une musique qui est produite dans le vide, mais la production de cette musique dépend, en fait, de structures industrielles, d'une industrie de la musique. Et cette industrie ne cherche que son propre profit, en fait. Disons, les personnes qui tiennent les ficelles et qui, à terme, ont le pouvoir de décision sur qui va être exposé ou non, et donc quel mode de masculinité, quelle représentation d'une identité prolétaire, racisée, etc., va être mise à la disposition du public. Eux, leur intérêt, il est financier. Et donc, c'est des décisions qui, à terme, en fait, sont prises en fonction d'un agenda néolibéral. Je veux dire, là, je parle pas des poches de résistance qui peuvent exister au sein de cette industrie, mais vraiment de la manière dont elle fonctionne et elle est organisée de façon pyramidale. Et donc, cette structure pyramidale de l'industrie, en fait, elle répond à l'agenda politique et politique, racial et de genre du néolibéralisme. Et qui est en gros un maintien de la norme, des normes virilistes, par exemple, qui sont des normes de compétition, la compétition de tous contre tous. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Après, moi, quelque part, j'ai envie d'ajouter, c'est pas grave que l'art meure. Parce que, en fait, j'ai l'impression, et notamment dans l'art vernaculaire afro-américain, alors moi, ayant... Et t'es africain? Non, j'allais faire une Sandrine Rousseau, j'allais dire je suis en effet blanc et bourgeois. Mais j'ai pas mal dansé dans les milieux bobos parisiens, le swing, le blues, etc. Sur lequel on avait une approche très, très académique en fait. C'était vraiment, à l'époque on dansait comme ça, c'est tel pas, etc. On va faire ci et ça. Et en fait, très vite, ça m'est apparu comme un art mort, c'est-à-dire un art muséifié qui avait déjà été récupéré et commodifié, alors qu'en fait, à l'époque où le swing se dansait, c'était pas tant une question de hobby qu'on faisait le soir, mais davantage quelque chose qui s'ancrait dans le tissu, dans le tissu de la société. C'est pas quelque chose qui était tant conscientisé. Et en fait, dans le monde du swing, quand les gens ont commencé à prendre des cours de danse, c'est quand les blancs ont commencé à se ramener dans le seul ballroom de danse qui était mixte, et qu'il y avait des compétitions de danse. Et du coup, les danseurs qui étaient tous afro-américains ont commencé à mettre leur numéro de téléphone dans leur dos pendant qu'ils étaient en compétition, pour que les bourgeois du coin puissent les appeler pour choper un cours de danse. Et en fait, cette muséification-là de l'art, moi j'appelle ça l'art mort, mais c'est pour choquer les gens. Moi, j'aime toujours autant danser. Mais il faut en avoir conscience. Dans le sens où il y aura toujours un moment, en tout cas dans la culture qui émerge, la culture populaire qui émerge du bas, on va dire, il y aura toujours un temps d'émergence, un temps de compromission et un temps de muséification. Mais en fait, au moment de la muséification, l'art populaire, il sera déjà autre part.
Et c'est pour ça que je dis que c'est pas grave que l'art meure, dans le sens où toute récupération, enfin quand il y a une récupération, les vrais savent et ils vont ailleurs, quoi. Et donc je pense que c'est intéressant de voir où est-ce que l'art continue à vivre et où est-ce que l'art continue à se développer avec d'autres formes. Je pourrais juste faire un peu de pub pour une amie qui va sortir un excellent livre qui s'appelle Rester barbare de Louisa Yousfi. Je pense qu'il va t'intéresser. Oui, où elle parle notamment de PNL, de Booba et de ce rapport à l'image du barbare et du sauvage. Et elle va vraiment plus loin que simplement le retournement du stigmate, mais voilà la complexité derrière. Pourquoi ils veulent rester barbares, ce refus de l'intégration, cette dignité et tout. Donc je vous invite, c'était ma petite promo, j'avais promis de le faire, à Rester barbare de Louisa Yousfi. C'est la Fabrique. Je le note. Hein? La Fabrique. Ah, La Fabrique, ouais, édition La Fabrique, très bonne maison d'édition. Donc, j'ai fait 3 heures de live là-dessus, tu peux pas me demander. Tu veux commencer? Bah vas-y, hein, vu que c'est encore frais, encore une fois, j'ai fait 3 heures de live là-dessus assez récemment. Moi déjà j'ai un problème avec cette approche, c'est que dans un monde néolibéral, prendre un problème politique par le coût qui coûte à la société, moi l'austérité du genre, ça me plairait pas trop. Et moi j'ai envie même de retourner la question en fait, combien ça a coûté au mouvement féministe d'avoir que les femmes pendant si longtemps, on leur ait refusé la violence, on leur ait refusé tout ce qu'on offre de virilité en fait, enfin la virilité qui est l'assertivité, le courage, parfois le fait d'être un peu tête brûlée. Qu'est-ce que ça a coûté aux femmes en recul dans le temps? Et en fait, c'est assez intéressant du coup. Je voulais continuer là-dessus, moi qui ai pas mal étudié la question du féminisme et à l'époque où je voulais encore faire une thèse, les rapports entre féminisme et pacifisme. Et on voit que très très tôt dans l'histoire du début des mouvements pacifistes internationaux qui étaient surinvestis par des femmes, ça posait un petit peu problème parce que bon, des femmes dans des mouvements internationaux alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote, c'était un peu compliqué. Du coup, les conservateurs états-uniens ont trouvé comme option de dire non mais les femmes, nous les hommes, c'est naturel qu'on fasse la guerre, ce sont nos pulsions, mais c'est votre devoir de prier pour la paix. Au moins essayez. Voilà, c'était leur façon de ne pas donner le droit de vote aux femmes. Et en fait, je pense que il y a cet aspect. Pour moi, la non-violence est un un danger énorme parce que la violence nous est toujours imposée. Il suffit d'une personne pour faire la guerre, il en faut deux pour faire la paix. Donc l'imposition de la non-violence comme une condition, on va dire, d'une amélioration des rapports entre genres, une amélioration de la société, pour moi c'est un leurre parce que ça fera toujours taire les franges les plus marginalisées. D'ailleurs j'ai envie de dire que élever les garçons comme des filles, c'est en tout cas la proposition de Lucille Pétavim est très très bourgeoise et très très blanche, parce que comment on élève une femme qui doit se battre toute sa vie parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est noire, parce que en fait le monde n'est pas tendre avec elle tout simplement. En fait cette société de bons élèves, pour moi c'est une société de bourgeois. Et je pense qu'au contraire il faut arrêter de se poser la question du coût de la virilité, mais de se poser la question de combien ça nous a coûté de retirer la virilité aux femmes. Moi, je comprends comment elle a fait son calcul. C'est quoi? C'est genre non, mais parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Genre les violences masculines, c'est ça, les violences masculines coûtent à la société. Elle y compte dedans tout ce qui est frais d'hospitalisation, Ouais. frais de médecin. Oui, mais pour moi, c'est complètement idiot. Je veux dire, les structures actuelles, le capitalisme est basé sur cette violence, je veux dire, sur l'exploitation, sur le fait le mise au banc des femmes dans la sphère domestique. Non mais t'as un cancer mise au parce que banc t'as des... trop fumé, tu coûtes cher à la société, désolé. Hein. Non, mais en fait, je ne comprends pas. Je veux dire, le patriarcat en lui-même, il est profitable. Déjà, pour qui? Il est profitable pour les hommes. Et c'est même une base de la structure du capitalisme. Je veux dire, la violence, il n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas de capitalisme. Moi, je ne comprends pas ce truc. Ça coûte... non, au contraire, moi, je pense que ça sert. Et ça, c'est un peu, comment dire, les coûts... C'est un peu
comme la domination, le dominant dominé par sa domination. Ça, c'est peanuts, c'est des petits coups par-ci par-là, mais veut dire, les bases du capitalisme se basent là-dessus. D'ailleurs, la structure familiale, c'est Engels et Marx qui disaient que c'est le capitalisme qui a fait émerger ces structures familiales avec la domination de l'homme parce que c'était profitable. Donc moi, je ne comprends pas sa logique, mais ça, c'est vraiment, ouais, c'est une lecture bourgeoise. C'est une lecture bourgeoise qui croit qu'il suffit de mieux éduquer. Hein, de mieux éduquer, que la violence, c'est juste des garçons qui ont été éduqués d'une certaine manière et qui, je veux dire, elles ne s'intéressent plus à pourquoi ces garçons, mais pas seulement ces garçons. On va voir dans les quartiers. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime beaucoup, ce qui m'étonne beaucoup dans l'analyse que je fais moi, je travaille à Aubervilliers, c'est à quel point les filles se comportent comme des mecs, en fait. Mais pourquoi elles se comportent comme des mecs? C'est pas une question d'éducation, c'est qu'elles vivent comme avec les garçons dans un environnement violent, où tu t'en sors par la violence, où tu es sans cesse stigmatisé, tu es sans cesse, veut dire, t'es rabaissé, tu es insulté, et la seule manière de s'en sortir dans cet environnement violent, bah, c'est de t'imposer. Donc c'est pas seulement en disant ah quand même tu pourrais être plus doux. Non, il faut donner les moyens matériels de permettre de moins se reposer sur la violence. Et ensuite ça amène à des affirmations. Mais c'est comme il y a eu sur Twitter où on a expliqué la guerre en Ukraine par la masculinité toxique de Poutine. Et que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, et donc c'est en mode, donc en fait c'est essentialiser le comportement des femmes. Tu vois, si on les éduquait plus comme des filles. Tu vois, ben, mais en plus, et là, c'est pas voir le genre comme un rapport social. Et un rapport social, ça implique deux entités. C'est-à-dire, les filles existent parce qu'il y a des garçons. Les garçons existent parce qu'il y a des filles. Mais c'est pareil avec la race. Je veux dire, les noirs existent parce qu'il y a les blancs. Les blancs existent parce qu'il y a les noirs. Et c'est un rapport antagoniste. Et on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir que l'un ou l'autre. Je veux dire, ça détruira complètement ces distinctions de genre et on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais voilà, pour moi, c'est une bourgeoise ou pas? Remplacé par d'autres... c'est une universitaire, quoi. Ouais, bon, voilà. Non, mais déjà, le coût, je suis là, mais c'est ce qui maintient le système. C'est quel coût tu me parles? Vous avez les frais d'hospitalisation, ouais. Merci beaucoup. Bah tu mets le doigt sur un truc qui me déprime profondément. C'est assez rigolo parce que j'avais un camarade militant qui, à un moment, avait voulu lancer un collectif où on distribuait des sifflets, enfin, tu sais, comme à l'époque, hein, dans nos lieux de drague, dans nos lieux de vie, etc. Pour quand il y a une agression, quand il y a un truc, on puisse siffler, etc. Et moi, je l'avais regardé en mode c'est un peu désuet, ça va, on fait comme à l'époque. Et en fait, on était dans une période de recrudescence d'agression et même de meurtres homophobes. Et en fait, souvent, on a même... C'est marrant à quel point comment dire, le pinkwashing Netflix et la propagande de « Ah, tout va mieux maintenant », ça nous fait oublier à quel point la violence est encore présente, qu'il y a, oui, il y a encore des ratonnades, il y a encore des... Enfin, voilà. Et que c'est pas non plus... ça se passe pas genre à des kilomètres de chez nous, c'est pas... Là, on va pas aller sauver les étrangers, là. Tu vois, c'est vraiment en mode, genre... on va pas être en mode « Ah, c'est bon... notre précaré, il est bien. Maintenant, toute notre tâche, elle est au niveau international. On va les évangéliser, quoi. » Mais je pense que là-dessus, le problème, c'est que à la fois nos médias, on n'a pas tellement de médias en fait qui rassemblent. En fait, j'arrive même plus. En fait, en ce moment, j'ai de plus en plus de mal même à parler de communauté LGBT parce que l'aspect communautaire justement se délite de plus en plus. Les espaces communautaires se gentrifient énormément, il y a tout qui part un petit peu dans tous les sens. Tu as aussi beaucoup de montée des revendications, notamment en banlieue avec l'émergence des prides des banlieues, etc., qui font que oui, maintenant il y a une nécessité d'arrêter de dire aux banlieusards venez vous amuser à Paris, mais commencer un peu à militer aussi au rythme en fait des gens qui vivent là-bas, quoi. Et en fait, t'as un peu ce truc de je pense qu'on est dans une reconfiguration par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est tous déprimés. Ça va se clarifier, c'est en train de décanter. Mais je pense que parce qu'en fait, en même temps, il faut qu'on garde conscience de la réalité dans laquelle on vit, qui est encore très violente.
mais en même temps sans pour autant rentrer dans une espèce de défaitisme permanent, tout le monde est contre nous, on va tous mourir, etc. En fait, c'est pour ça que désolé, je n'ai aucune solution pour ça. Moi aussi, c'est une déprime personnelle. Mais ouais, je sais pas. Non, mais après, nous, dans l'antiracisme, déjà, j'aime pas l'idée de subversion pour la subversion. Tu vois. Après, nous, nos positions en tant qu'organisation antiraciste de manière autonome, dans les faits, elle sera subvertive par rapport au suprémacisme blanc. Mais c'est l'idée juste de la subversion pour la subversion. Et après, c'est l'idée de l'autonomie. Mais nous, ça a été aussi très compliqué. Et pour ma part, là, on est dans une fin de l'autonomie de l'antiracisme. Je veux dire, voilà, quelle organisation maintenant existe vraiment qui peut faire des actions? On est dans un épisode de radicalisation raciste, islamophobe et tout. Et je veux dire, il n'y a plus aucune organisation antiraciste qui se dégage. Et moi, je pense que la gauche a une grande responsabilité là-dedans. Parce que ça fait 15 ans qu'on essaye d'être totalement autonome, et, et ça c'est un intérêt pour la gauche, elle aurait dû comprendre que c'était un intérêt pour elle, et elle a tout fait pour détruire cette autonomie. Pour moi, le pire, quoi qu'on en pense, ça a été l'une des organisations antiracistes les plus importantes, et l'une qui portait vraiment un projet politique, théorique. Je veux dire, citez-moi une organisation antiraciste qui produit de la théorie, de part des Arabes et des Noirs, citez-moi-en une. Il y aura le FIQP avec Saïd Bouamama, voilà, on est deux. Mais, et la gauche a tout fait pour arrêter ça. Donc je pense qu'il y a aussi une question, donc il y a nous-mêmes une question à toujours parce qu'il ne suffit pas de rejeter la faute sur les autres, il faut aussi voir nous ce qu'on a fait de mal, quels ont été nos échecs. Mais je pense que la gauche aussi doit aussi se poser des questions. Et voilà, pour moi, le vide qu'on a actuellement, c'est aussi une responsabilité de la gauche. Et donc nous, on a toujours cet objectif. Là, par exemple, au QG décolonial, on est très à fond sur Mélenchon. Là, on est en mode, faut voter Mélenchon, mais toujours dans notre tête, c'est genre dans l'espace-temps qu'il y a là, dans les 2 mois vu l'urgence, mais on a toujours le projet de l'autonomie. Toujours l'autonomie à avoir, parce que je suis d'accord avec toi, si on n'a pas l'autonomie, si on ne pense pas par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ça va être une catastrophe. Donc je suis aussi tout autant déprimé que toi. Hein. Là, t'es là... Moi, j'ai plus rien à dire, ça... À la fois, ça plombe le moral, à la fois, il va bien falloir trouver des solutions pour s'en sortir. Et je pense que peut-être pour proposer une note d'espoir, parce que je suis un garçon optimiste. Et tu disais tout à l'heure, Cassandre, que il y a en tout cas une porte de sortie par le mouvement. Le fait que la culture se déplace et que les forces vives de la lutte, elles sont constamment en danger d'être ossifiées, d'être rigidifiées par le système, qui en fait des objets figés. Et je parle de rap parce que bon, je suis aussi obsessionnel comme garçon. Mais où on veut imposer des normes de l'extérieur, dire le rap c'est ça doit se pratiquer comme ça, de telle manière. Et ça, c'est le système, pour utiliser un grand mot dont on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais le système qui fait ça. En revanche, il y a toujours un endroit où il y a du mouvement, de la lutte, de la radicalité et de la vie qui émerge. Et ça se déplace en fait constamment parce que par nature, le système est mortifère et lutter contre lui, c'est du côté de la vie. Et la vie, ça ne peut pas se dire dans des catégories rigides en fait. Donc les catégories de genre, de race, de classe qu'on utilise, en fait, c'est des moyens de lutte parce que c'est des moyens de pointer l'ennemi du doigt, je pense.